Les entreprises travaillent dans un contexte un peu plus difficile lorsqu'ils se retrouvent dans une difficulté financière, dans un environnement économique très difficile pour la plupart des entreprises. Alors, il faudra s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir permettre de pouvoir réussir. Et l'analyse de ces données ont besoin beaucoup plus de personnes, ressources, de consultants, d'experts qui puissent les aider quand même à faire développer leurs idées d'entreprise. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir le président de Fulcrum Expert SAS Paris et également directeur général de G Capital SAS au Bénin, Monsieur Oluwasegun Ghislain Kokode. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre émission L'invité. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre discussion, je voudrais quand même que vous nous résumiez en quelque sorte votre parcours professionnel avant de pouvoir devenir président, directeur général et également consultant en structuration financière et économétrie. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de parler de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Nous, G Capital au Bénin, qui est une structure de consulting, de conseil et d'accompagnement des entreprises, qui est une structure reconnue par la BCEAO, qui est une structure en intermédiation, reconnue comme intermédiaire en opération de banque par la BCEAO. Donc, je suis le directeur général. Nous sommes présents au Bénin depuis bientôt 5 ans. Nous sommes agréés depuis bientôt 5 ans. Parallèlement, je suis le président de Fulcrum Expert, qui est une structure, cette fois-ci, de stratégie de développement, d'économétrie, d'analyse de données, de structuration financière. Donc, la structuration financière, pour être bref, j'aime définir l'ingénieur en finance, en structuration financière, comme le métronome, comme le chef de cuisine, le chef de batterie. C'est lui qui donne les indications, celui qui arrive à mettre en place les expertises nécessaires qui permettent au fait à un projet de réellement prendre corps, qui permet à la banque ou à l'institution financière qui va accompagner ce projet de se retrouver avec un professionnel qui présente ce projet-là, qu'il défend auprès de la banque et qui, dans la vie du projet, suit l'entreprise, qui est conseil à cette entreprise et qui permet en fait le remboursement du crédit qui a été mis en place. Ça, c'est le travail que nous on fait. Donc on est du début jusqu'à la fin du projet, on accompagne les entreprises et les entrepreneurs. Alors, dites-nous, Monsieur Oluwasegun Kokode, vous êtes aujourd'hui président, directeur général, consultant, mais avant de pouvoir venir avant de pouvoir accéder à ces postes-là, vous avez forcément un parcours professionnel. Parlez-nous-en. Absolument, j'ai un parcours professionnel. Je suis économètre de base, donc je suis mathématicien de l'économie. C'est comme ça que moi je l'ai défini. L'économétrie, c'est les mathématiques de l'économie. Et donc, c'est des mathématiques qui permettent en fait de créer tout ce qui est comme agrégat qu'on utilise en économie, en macroéconomie, tout ce qui est comme quand on parle du PIB, c'est nous qui faisons le travail en bas. Mais au-delà de ça, l'économètre, c'est celui qui peut faire de la projection dans le temps, qui peut donc dire, écoutez, le Bénin va évoluer pendant les 25 prochaines années de cette façon, sortir les courbes d'évolution du PIB du Bénin vis-à-vis de l'actualité, de l'actuel, et faire une projection. Soit dans une entreprise, on fait aussi la même chose pour voir comment le chiffre d'affaires évoluera dans les 10 prochaines années ou dans les 5 prochaines années. Et ça, j'ai été au laboratoire d'économétrie pendant plusieurs années, puis je suis rentré à la banque, à Citigroup et à State Street comme évidemment quantificateur, mathématicien des prix. Et après ce parcours, j'y ai pris goût à la finance, donc je suis allé me spécialiser en tout ce qui est finance et ingénierie financière. Et depuis une quinzaine d'années, je traîne mon sac en Afrique comme consultant au niveau de la Banque mondiale, consultant développement du secteur privé, spécialiste évidemment de l'économétrie, de l'économie et de la finance
J'ai été assistant technique pour la Banque mondiale dans plusieurs pays d'Afrique, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est, où j'ai représenté la banque sur plusieurs projets justement d'accompagnement au développement du secteur privé. Alors dites-nous, toutes ces formations que vous avez pu effectuer, vous ne les avez pas effectuées au Bénin, à ce que je sache. Non, pas du tout. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai commencé au Bénin, j'ai fait mon bac au Bénin, puis j'ai commencé à l'UNB, c'était encore l'Université nationale du Bénin, avant de partir en Europe pour l'Université de Bordeaux. Après l'Université de Bordeaux, où j'ai fait mathématiques appliquées, sciences sociales. Après l'Université de Bordeaux, je me suis retrouvé en cycle d'économétrie à l'Université de Nanterre. Puis je suis allé dans une école de commerce pour faire mon MBA. Et donc tout ça, après je me suis retrouvé évidemment à Londres où j'ai fait quelques certificats qui m'ont permis de renforcer mes capacités de banquier d'investissement, banquier d'affaires, banquier de marché. Alors, on parle de structuration financière, on parle également d'économétrie, qui sont des concepts qui ne sont pas perçus par tous les citoyens, par tous les Béninois lambda. Il faut des spécialistes pour en parler comme vous, en tant que consultant. Alors, expliquez-nous de façon un peu plus ou moins terre à terre, c'est quoi la structuration financière, c'est quoi l'économétrie? Alors, la structuration financière, c'est en réalité la science qui permet à une entreprise de partir, ou à un entrepreneur de partir de son idée, de mettre l'idée sur la table face à quelqu'un qu'on appelle l'ingénieur financier, qui lui va se charger de trouver les expertises nécessaires pour accompagner le montage de ce projet-là, pour structurer ce projet-là, pour donner vie à ce projet-là. Et lui, une fois que la partie technique est faite, il met les chiffres autour de cette partie technique, les chiffres qui vont permettre à une banque ou à une institution financière d'accompagner cette entreprise ou ce projet-là à se concrétiser. Donc, l'ingénieur en structuration financière, l'ingénieur en finance, c'est celui-là qui est le métronome, qui est celui qui donne le là dans la mise en œuvre des projets structurants, des projets de qualité. Vous savez, au Bénin, moi, j'ai pu travailler avec la banque sur beaucoup de projets dans ce sens-là, des projets structurants, d'ailleurs que actuellement le gouvernement développe, ce qui est une fierté pour nous, parce que ça nous permet de voir qu'on n'a pas réfléchi notre réflexion a été mise à contribution, ça a été concrétisé. Donc c'est une science qui permet donc à l'entrepreneur de partir de son idée vers son projet, de la mise en place du projet, la mise en place du financement de ce projet et l'accompagnement de l'entreprise, parce que nous on se donne ce devoir. Moi, en tout cas, je me donne ce devoir. Je ne mets pas en place du financement à une entreprise sans la suivre. Le plus important, c'est comment suivre comment rembourser le financement qui a été mis en place pour les entreprises. Parce qu'une fois que le financement est mis en place, il faut mettre en œuvre, mettre le projet en œuvre et le mettre en marché. Donc, nous, on accompagne de A à Z les entreprises. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, c'est vrai que... oui. Je ne regarde pas, ok, d'accord. Vraiment, mais déjà, est-ce que vous avez déjà parlé de l'économétrie? Non, je n'ai pas parlé de l'économétrie. Justement, voilà. Alors, l'économétrie, c'est la maîtrise de l'économie. C'est-à-dire que c'est des mathématiques qui font l'économie. C'est des mathématiques qui sont appliquées, qu'on utilise pour mesurer l'économie. Donc, cette technique, c'est une vieille technique, hein, ça a toujours existé. En fait, elle est même plus ancienne que... Donc, c'est des mathématiques qui sont appliquées à l'économie. C'est elle qui permet, par exemple, d'avoir les agrégats macroéconomiques que nous avons. Donc, quand on parle du PIB, du produit intérieur brut, du produit national, tout ça, tous ces agrégats que nous avons au plan macroéconomique, c'est produit par les économètres, normalement. Nous avons quelque chose de mieux, en fait, de plus, parce que, comme économètre, nous avons la possibilité, en tant qu'économètre, de faire de la projection et de faire une analyse
conceptuelle et contextuelle de l'économie. Donc, pour nous projeter l'économie nationale, par exemple, sur les 25 prochaines années et dire, OK, dans les 25 ans, voilà ce que l'économie sera, voilà ce que le produit intérieur brut sera pour le Bénin. Et bon, c'est ces macroéconomistes-là qu'on appelle des économètres qui appliquent, qui mettent l'économie, qui mettent les mathématiques au service de l'économie, mais aussi dans les entreprises, nous avons des économètres. Moi, je suis un expert en économétrie financière parce que, après la macroéconométrie, je me suis spécialisé, moi, en micro, en développement d'entreprise. Donc, je suis revenu à la production réelle, à la base, à l'outil de création de valeur qui est l'entreprise. Donc, je me suis spécialisé dans tout ce qui est projection au niveau des entreprises, dans tout ce qui est études au niveau des entreprises pour permettre aux entreprises réellement d'être performantes et de d'être viable, présentable et fiable au niveau des structures de financement des entreprises que sont les banques, les institutions financières, les institutions internationales. Oui, il faut dire que généralement, on parle de deux secteurs très distincts, mais vous, votre particularité est que vous arrivez quand même à travailler au niveau des deux secteurs à la fois, ce qui vous fait quand même un petit bain de popularité, beaucoup plus que beaucoup d'autres secteurs ou beaucoup d'autres acteurs qui se spécialisent beaucoup plus en structuration financière et d'autres en économétrie. Mais vous faites les deux. Moi, je fais les deux. Exactement. Alors, je voudrais quand même revenir sur vos entreprises que j'ai eu d'ailleurs à citer déjà, Fulcrum Expert SAS qui est à Paris et G Capital SAS également qui est au Bénin. Alors, vous pouvez nous dire en réalité l'histoire qui est derrière la création de chacune d'elles? Alors, je vais commencer par G Capital. G Capital, c'est une entreprise qui existait, dans laquelle j'ai été appelé par un ami, un frère qui m'a appelé, puisque j'avais quelques structures au Bénin, et qui m'a demandé qu'on se mette ensemble réellement pour aller chercher des agréments. Donc, je me suis mis avec lui il y a 5 ans. On a créé G Capital. On a fait une fusion. En fait, j'ai fait des acquisitions chez lui. On a fait une fusion et puis on a créé G Capital. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise de conseil en finance. C'est une entreprise de structuration, justement, financière. C'est une entreprise de levée de fonds, de levée de garantie. Et cette entreprise est reconnue par la BCAO depuis justement 5 ans comme étant intermédiaire en opération de banque. Au Bénin, nous avions en ce moment nous avions 2, nous sommes devenus le 3e. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 2 autres qui se sont installés, qui se sont ajoutés. On est 5 actuellement. Et donc, nous, avec cet agrément, ça nous permet de négocier avec les banques, justement, pour aider les entreprises, de présenter des dossiers d'entreprise aux banques, de les structurer en amont, de monter le plan d'affaires au niveau de ces entreprises-là, et les présenter aux banques. Comme nous sommes des professionnels aussi de la banque, on parle le même langage que le banquier. Oui. On permet de montrer la rentabilité des projets de façon réelle aux banquiers. Et ça permet aux banquiers de rentrer dans la chaussure plus aisément. Donc, voilà ce qu'on fait au niveau de G Capital. Maintenant, au niveau de Fulcrum, c'est aussi de l'économétrie. C'est purement de l'économétrie. C'est de la stratégie qu'on fait au niveau de Fulcrum Expert, stratégie de développement. On fait des projets, des programmes. On peut monter des programmes nationaux de développement. On fait ce qu'on appelle du lobbying international. Oui. Donc, il ne faut pas se cacher. C'est pour ça c'est à Paris. Donc, on a des expertises. En fait, c'est un network. C'est un réseau d'expertise, de personnes qui ont la trentaine de 30 ans d'expérience, qui sont la plupart des cadres qu'on a essayé de mettre ensemble pour utiliser leur capacité intellectuelle et aussi leur réseau pour aider les États, monter des stratégies, Donc, on est capable, avec Fulcrum, par exemple, de monter une banque. On est capable de structurer une économie globalement. Alors, dites-nous, si vous devez aujourd'hui évaluer ces différentes entreprises, vous-même personnellement pris, est-ce que vous êtes satisfait du résultat? On ne peut jamais être satisfait, parce que si je suis satisfait, c'est que je me croise les bras et puis je laisse. Non, on est toujours en train de travailler. Mais on a une vision claire qui est celle de devenir, avec Fulcrum par exemple, une structure cadre,
en stratégie d'entreprise, en stratégie d'État, en stratégie économique. On est avec G-Capital une structure locale qui fait son bout de chemin et qui est difficile parce qu'on est dans un marché béninois. Il faut expliquer notre métier, il faut tout le temps expliquer notre métier, même aux banquiers, il faut expliquer notre métier, leur montrer que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner. Et donc, ouais, c'est un travail pédagogique que nous faisons depuis une quinzaine d'années et qui commence à prendre au niveau de nos États de l'Afrique de l'Ouest. En fait, nous, on est représenté au Bénin, mais on peut travailler dans les 8 pays de l'UEMOA. Okay. Alors, dites-nous, puisque nous sommes au Bénin actuellement, alors comment est-ce que vous pourrez évaluer la politique économique du Bénin, vous prie, en tant qu'expert? Alors, le Bénin, je ne le sors pas de l'UEMOA. Je nais dans l'UEMOA et j'aime le dire, hein, je l'ai écrit, je l'ai assumé à plusieurs reprises, que nous avons une économie, une politique économique unijambiste. C'est-à-dire nous marchons sur une seule jambe, donc nous sautillons. Faut pas se le cacher, nous n'avons pas de monnaie qui nous appartienne. Donc, il faut, à un moment donné, bon, il y a eu les chefs d'État ont commencé à avoir le courage de dire les choses. Oui. Il faut sortir de ça pour nous permettre de marcher sur 2 pieds. Parce que si on marche sur une seule jambe, on ne pourra pas bien avancer. On n'avance pas. Ouais. Les efforts qui sont faits aujourd'hui, les efforts d'assainissement de la vie publique, des efforts d'assainissement de l'économie, de l'administration, les réformes énormes qui ont été et les sacrifices qui ont été faits ne pourront pas être transformés si on n'a pas cette capacité à avoir une monnaie qui nous permet de réagir par rapport à l'évolution du marché. Nous n'avons pas de politique monétaire, ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'utiliser la planche à billets. C'est un outil formidable quand c'est mis entre les mains de personnes qui savent le faire. Nous ne pouvons pas, avec nous, à notre niveau, dire par exemple, nous allons dévaluer plus ou moins ou réévaluer notre monnaie pour permettre à nos produits d'être exportables. Donc, écoutez, on est limité. Donc, on fabrique aujourd'hui des t-shirts au Bénin, mais c'est au prix de Paris. Exactement. C'est au prix de Washington qu'on les fabrique. Alors que notre économie n'est pas à ce niveau. Je ne dis pas qu'il faille dévaluer ou quelque chose, mais je dis qu'il faut regarder les choses de façon claire et dire, écoutez, on est unijambiste, on a fait beaucoup d'efforts au Bénin qui sont à saluer, on a fait beaucoup de réformes, mais malheureusement, ça ne portera pas, ça ne projettera pas comme ça devrait l'être. C'est vrai qu'on est en train de parler de la politique économique du Bénin, alors que bien avant également, il y a des modèles de gouvernance propres à chaque pays et à chaque continent peut-être. Alors lorsqu'on prend aujourd'hui, on prend les modèles du Bénin aujourd'hui et également les modèles de l'Afrique, quelle appréciation faites-vous en réalité de ces modèles de gouvernance ? L'Afrique, globalement, vous savez, après les indépendances, a connu ce que nous appelons les pères fondateurs, les pères de l'indépendance, les pères de la nation, donc des gouvernements autocratiques qui ont fait leur bout de chemin, qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et qui, très tôt, ont montré leurs limites et qui ont entraîné donc le mouvement des coups d'État. Oui. Vous savez que le Bénin, pour revenir au Bénin, nous étions l'enfant plus ou moins malade de l'Afrique. Cet enfant qui était 14 coups d'État quand même au Bénin, de 60 à 72. Bon, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. On est tombé dans des gouvernements militaires. On a eu une gouvernance, donc c'est comme mettre, comme on dit en fond, et maintenant l'omionon. Rien n'attend. Donc les militaires ne sont pas là pour gouverner.
Les militaires sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens du territoire national. C'est ça leur rôle. Et donc, mais si enfin, si le pays ne marche pas, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités. Et à chaque fois, c'est ce qu'on a constaté en Afrique. À des moments donnés, les militaires sont venus aux affaires. Mais bon, ils ont manqué de sagesse pendant un certain nombre d'années. Ils se sont enracinés au pouvoir et ils ont créé donc de la misère, en fait, dans les pays où ils sont. Donc, on a connu ça. Mais maintenant, il y a eu le vent, après le discours de la Gaulle, de la démocratie. Là, nous avons fait une erreur. Nous avons fait une erreur. C'est celle de copier le modèle qui venait d'ailleurs. Le modèle démocratique, démocratie intégrale, libéralisme intégral, multipartisme intégral. Nous avons oublié d'où nous venions. Nous avons oublié que nous étions africains, que nous avions, avant la colonisation, un modèle africain de gouvernance de nos sociétés qui n'est pas à jeter. Nous avions, au Bénin par exemple, pendant la Révolution, un modèle qui n'est pas à jeter, de démocratie. Moi, j'ai vu mes grands frères et mes aînés se mettre en rang derrière un chef quartier qui voulait choisir. C'était de la démocratie à la base. On disait, celui-là, non, on le connaît. Quand on dit de balayer, il ne change jamais sa famille, donc on ne va pas le choisir. Mais celle-là, oui, elle est tout le temps dehors. C'est un modèle de gouvernance qu'on a choisi. Mais donc, quand la démocratie est venue, on a pris tout ça, on a jeté le bébé avec l'eau. Il faut revenir à nos valeurs de base qui ne sont pas en antinomie, qui ne sont pas en antinomie avec la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple à se gouverner lui-même. Le pouvoir du peuple par le peuple. Aujourd'hui, donc en Afrique, pour résumer, nous avons des pouvoirs toujours autocratiques. Oui. On a dit autocratie démocratique et des pouvoirs démocratiques autocratiques. Donc, vous avez les difficultés qu'on a dans le Sahel aujourd'hui, avec l'AES, sont venues de là. On a laissé faire des pouvoirs démocratiques autocratiques. Donc, ça fait les militaires au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, il avait besoin de sécurité, on avait besoin de rassurer le peuple, de relancer l'économie. Donc, ils ont pris leurs responsabilités aux affaires. Donc, on a ces deux modèles-là qui nous permettent qui couvrent l'Afrique actuellement. Pour nous, au Bénin, pour en revenir au Bénin, on fait un autre bonhomme de chemin, hein. On fait des expériences. Cette fois-ci, ça a été un peu plus dur pour les Béninois parce que il s'agissait de serrer les ceintures. Nous avons un chef d'entreprise, qui est au pouvoir et donc qui a été formaté, dirigé. C'est un dirigeant. Faut pas vous regardez Patrice Talon, il va certainement vous dire que c'était une belle erreur de rentrer en politique parce que vous n'avez pas les coups de franche quand vous devez gouverner un pays. C'est vous face à 12 millions d'habitants. Donc, les décisions ne sont pas les décisions d'un entrepreneur. Donc, à un moment donné, il a fallu, écoutez, prendre des mesures pour limiter les casses et puis avancer dans ce sens-là. Donc, j'espère qu'on ne deviendra pas une démocratie autocratique. Donc, voilà, donc voilà, en Afrique, on a des démocraties autocratiques, on a des autocraties démocratiques qui sont dans le... Et puis entre ça, vous avez les monarchies qui sont dans le nord de l'Afrique et qui continuent de vivre, des monarchies constitutionnelles comme le Maroc qui sont présentes. Alors dites-nous, on avait parlé de la politique économique du Bénin tout à l'heure. Alors quelle est la politique qu'il faut mettre en place selon vous pour pouvoir mieux attirer les investissements étrangers? Alors, les investissements étrangers, c'est la plupart du temps, comme le chef de l'État, je pense qu'il a dit la dernière fois, c'est le privé qui fait le développement. C'est le secteur privé qui fait le développement. Ce n'est pas... Lorsque vous investissez, lorsque le pouvoir public investit $1, €1, il y a 2 tiers qui est perdu. 2 tiers qui sont perdus, qui sont retournés
à l'aide publique qui sont détournées ou utilisées à autre chose. Il y a des décisions que le pouvoir public prend qui ne seront jamais rentables. Par exemple, de faire une route qui dessert un quartier parce qu'il y a de l'eau qui stagne tout le temps. C'est pas rentable, la route n'est pas rentable, mais c'est une décision de souveraineté. Un entrepreneur, quand il prend une décision de mettre $1, c'est qu'il doit avoir un retour. Ouais. C'est ça la différence. Donc, il vaut mieux avoir l'investisseur étranger, un investissement étranger direct venant du secteur privé que c'est pas à négliger. Hein. En économétrie, nous faisons ce qu'on appelle du blending. Le blending, on prend le secteur, en fait, les fonds publics pour constituer la base et aller chercher, pour constituer la garantie et aller chercher les fonds privés. Vous voyez, je prends pour exemple le fonds Juncker, par exemple, quand il était président de la Commission européenne. On fait ces choses-là, on peut le faire. Mais pour attirer chez nous, il y a à rassurer le secteur privé. Rassurer le secteur privé suppose que vous ayez vous-même un secteur privé. C'est ça. Il faut un secteur privé local qui soit en bon terme avec le secteur, avec la puissance publique. Il faut forcément ça. Parce que le privé étranger, quand il voit la façon dont vous gérez, dont vous traitez vos propres frères, il n'a pas envie de venir. Ils ont peur de venir. Peur de venir. Donc il faut le rassurer. Si vous regardez les efforts qui sont faits chez nous, par exemple, tous les efforts sont faits avec l'accompagnement du chef de l'État lui-même. Il se mouille. Il n'a pas le choix. Parce qu'il a fait ce choix-là. Il a fait ce choix de limiter les bruits blancs politiques. Donc, d'élaguer un peu pour se permettre de dérouler son plan. Et donc, oui, le secteur privé s'est retrouvé un peu rikiki dans cette affaire-là. Donc, pour attirer les secteurs privés étrangers, il faut un secteur privé local, forcément, qui ait une base, qui ait une assise et qui sécurise ceux qui vont venir. Et c'est d'ailleurs à ce secteur privé local que la puissance publique, c'est ce secteur privé local que la puissance publique locale accompagne. C'est tout. Et ça permet d'aller chercher les autres. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle d'économie, de finances, on parle également de la gestion des ressources publiques également. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut améliorer la transparence dans la gestion de la chose publique? Avant cela, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que depuis 2016, des choses se sont passées au Bénin. Depuis 2016, sur le plan économique, on a fait des progrès. On a assaini le plan économique et on a mis en place des outils qui permettent de réduire la corruption, des outils qui permettent qui ont donné au Bénin ce qu'on appelle une signature internationale et qui permettent au Bénin, comme aujourd'hui, comme le dit quelqu'un, d'aller chercher les investisseurs, de ne pas. Bon. Donc oui, on a fait cela au Bénin en maintenant la cadence. Ouais. La première chose, c'est maintenir la cadence. Les institutions qui sont installées, il faut les rendre un peu plus fortes. Il faut les rendre moins chrysogènes, mais plus dans plus au front. Oui. C'est-à-dire qui sont capables d'empêcher même l'idée avant qu'elle ne soit émise, oui. qu'elle vienne à l'esprit. Donc il faut structurer l'économie de façon à ce que celui qui doit se retrouver sur la gestion des finances publiques, oui. ne soit pas tenté par ça. Et cela passe aussi par la révalorisation de ce qu'on leur donne, de leur salaire. Exactement. Parce que si vous donnez, c'est pas 350 000, 400 000, 500 000... la personne gère des milliards.
Ne soyez pas surpris que la personne est... Le président Houphouët-Boigny disait, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui trie les arachides. Ça, c'était une conception d'antan. Oui. Mais aujourd'hui, on dit, bon, il faut arrêter quand même de manger deux tiers des arachides triés et faire le job. Donc, il faut maintenir donc, ces institutions. Il faut continuer, il faut revenir à l'éducation de base, c'est-à-dire toujours dans notre culture. Oui. La révolution, pour y revenir à ça, nous avions des leçons de morale à l'école, des leçons de civisme. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Il faut revenir à ça. Rééduquer les enfants à le bien public. Qu'est-ce que le bien public? Qu'est-ce que je fais quand je suis face à un bien public? Qu'est-ce que je dois respecter quand je vois le drapeau béninois? Comment je me comporte? Nous, quand on voyait le drapeau béninois être levé ou descendu, on s'arrêtait. Oui, forcément. On s'arrêtait. Oui. Mais aujourd'hui, bon, on passe. Exactement. Alors, je voudrais quand même que vous aidiez également les jeunes entrepreneurs, ceux qui aujourd'hui ont des idées, des initiatives aujourd'hui. Quels conseils pourrez-vous leur donner en tant que jeune entrepreneur ou aspirant à l'entrepreneuriat? C'est de ne jamais changer de cap. C'est le premier conseil. Quand vous êtes entrepreneur, que vous avez le cap, ne le changez pas. Et deuxième conseil, c'est de vous entourer des personnes capables de vous porter. Parce que l'entrepreneur, c'est avant tout un promoteur, quelqu'un qui a une idée, qui a envie de faire de cette idée-là une entreprise. Alors, quand vous avez cette envie-là, ne changez pas de cap. Maintenez le cap et cherchez des gens compétents pour structurer votre entreprise pour vous, pour structurer votre projet pour vous, pour vous aider à aller vers les banques. Vous êtes médecin, vous avez besoin de construire une clinique, vous n'êtes que médecin, vous n'êtes pas gestionnaire. Vous n'êtes que médecin, vous n'êtes pas banquier. Entourez-vous de spécialistes. Comme Patrice Talon, l'homme d'affaires a fait. C'est entouré de très bons gars. De grands frères à nous qui ont structuré le groupe Talon pour lui. Et qui ont poussé à atteindre ce niveau-là. C'est ce qu'il faut faire quand on a quelque chose en main et qu'on veut grandir. Il ne faut jamais oublier d'où on vient, il faut être résilient et il faut s'entourer de personnes de qualité. C'est ça. Alors, je ne pourrais pas dire que vous avez parcouru tout ce chemin sans rencontrer des obstacles, effectivement. Et également, sans avoir également de bonnes aventures. Alors, dites-nous en réalité, quelle a été votre expérience la plus marquante? Je peux parler de point de vue positif. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, sur un plan positif, j'ai quelque chose que j'ai vécu quand j'ai rentré à la banque, parce qu'avant, j'étais dans ce qu'on appelle la recherche scientifique, donc, avant d'aller à la banque. Et quand je suis rentré à la banque, celui qui m'a recruté m'a recruté comme analyste, gestionnaire de grands comptes à Paris. Et donc, j'avais donc un bon bureau, j'étais assis, j'avais mon café, machin. Et lundi, je suis là, et puis je regarde mes files. Je savais rien, je comprenais rien à la banque, je connaissais rien, j'étais un mathématicien à la base. Donc on m'a fait les tours, les formations de base. Donc, lundi, j'ai pris mes dossiers, j'ai dit, bon, je vais regarder. Je regardais le dossier, bon, il est passé, il m'a laissé. Et mardi, il revient, il me voit encore, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu ne vas pas être assis. Tu es un banquier. Où sont tes clients? Va les chercher. Je dis, ah bon? Il dit, prends mon sac et tu me suis. C'est comme ça, j'ai pris le sac de fil. Je l'ai suivi dans tout Paris. Il m'a montré mes clients, il m'a montré le métier. Et c'était un passionné qui m'a transmis quelque chose. Et ça, c'est resté. Ça, c'est resté chez le jeune banquier, et c'est ça qui m'a poursuivi dans toute ma vie, ma carrière, et qui m'a poursuivi, qui m'a poussé à devenir entrepreneur d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à me poser la question de qu'est-ce que je fais maintenant. Donc j'ai été manager dérivatif, Citigroup, bon, ok, bon, on a fait ça.
C'est bien, maintenant on fait quoi? il faut rendre ce qu'on vous a donné. C'est ça. Et donc on est rentré dans la bataille de l'entrepreneuriat, on est rentré dans la structuration pour les autres, on est rentré dans... Donc c'était tout un... Ça a été une belle expérience. C'était une belle expérience avec lui. Ouais. Pourtant, je ne suis pas resté longtemps dans sa banque, mais ça, je suis allé à Londres et puis j'ai continué mon... La vie est faite de dualité, dit-on. Il n'y a jamais le bon sans le mauvais. Alors, dites-nous, quelle a été votre expérience négative, si je peux le dire ainsi? Ça a été au Bénin. Chez moi, on était rentré pour structurer un dossier. C'était sous l'autre gouvernement. Hein. Et quand on est venu, on avait tout fait, tout était nickel. On était des jeunes premiers de Paris, on venait. Et puis... Mais on a connu une bataille infernale de nos amis qu'on était venu aider, de nos amis, des structures financières qui ne connaissaient pas notre métier, qui ne comprenaient pas notre métier, qui nous prenaient pour des concurrents qu'il fallait abattre. Et ils sont mes amis aujourd'hui, on en discute, quand on se rencontre, on dit tu te rappelles, tu as fait ça? Il dit oui, écoutez, toi tu venais de venir et puis tu voulais... Et j'ai dit mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous sortez, quand vous voyez des gars qui rentrent, ce n'est pas les plus mauvais qui rentrent. C'est ceux qui ont pris le courage à deux mains, parce qu'on sait qu'il faut tout recommencer quand on rentre en Afrique. Il faut tout recommencer, il faut 5 à 10 ans pour être accepté. Et pourquoi c'est comme ça? Donc, la première expérience a été de bloquer le deal et de nous renvoyer à nos papiers, comme ils disent. Donc, on a fini par le faire, hein, on a fini par le faire parce qu'on n'a pas lâché l'affaire, mais ça a été rude. Donc, et ça m'a montré que, bon, comme dirait l'autre, l'immigration est différente des vacances, quoi, du tourisme. C'est ça. Monsieur Oluwasegun Ghislain Kokode, nous tendons vers la fin de notre émission, de notre entretien. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des projets en vue? Oui, on a des projets en vue, à part les structurations en cours au niveau de nos entreprises. Oui. On tend vers une période au Bénin qui est une période charnière, parce qu'on va changer de gouvernement bientôt. On va aller aux élections. Nous, aujourd'hui, on a l'obligation d'apporter notre savoir-faire. Que ce soit la gauche, en fait, la mouvance de l'opposition, la conception économique, la vision économique du Bénin, on l'a déjà eu avec Alafia 2025. Ça n'a pas changé. Si vous prenez le PAG de Patrice Talon, les documents, les OSD, les documents stratégiques de Yahya Boni, tout est parti de là. Donc, nous, en tant qu'économistes, notre rôle, c'est de recentrer les choses et d'aider les décideurs politiques à aller dans ce sens-là. Donc, on va proposer beaucoup de choses, on va proposer des documents économiques, pour leur montrer que, écoutez, on a déjà fait cette réflexion. Il y a des réflexions qui sont faites, il n'y a plus besoin de tergiverser. Parce que, bon, le prochain président n'aura pas à tergiverser, parce qu'on peut faire ça. Il n'y a pas de 100 jours à donner à quelqu'un qui va venir, il vient d'arriver, non, c'est fini. Les réflexions ont été faites pendant plusieurs années, les études sont là. Il faut maintenant nous dire comment vous passez d'un point A à un point B ou d'un point B à un point C. Quelle est votre démarche à vous? Est-ce que ce sera la dette publique? Est-ce que ce sera des investisseurs privés? Est-ce que... Donc nous, on va les accompagner dans ce sens-là. On va faire des propositions concrètes, des propositions techniques, des techniciens. Et c'est la même chose, hein, qu'ils soient sociodémocrates ou progressistes, peu importe le bord. C'est la même chose, ça n'a pas changé. La vision, c'est celle que le Bénin s'est choisie. Et il faut revenir à ces fondamentaux parce qu'on a choisi ça. Il ne faut pas laisser, ce n'est pas quelqu'un qui va penser notre développement pour nous. Le programme de développement du président, ça c'est... On n'a rien pour les... Donc on va proposer des choses, on va aider ces candidats-là à aller dans ce sens-là. Ceux qui seront désignés, on
les aider à leur proposer des documents concrets qui permettent à mieux voir le marché, parce que maintenant on peut se dire qu'on a l'expertise du marché, du terrain. Exactement. On connaît le terrain, on connaît le pays, on sait où on va, on sait où il faut aller, on sait sur quel levier il faut appuyer pour atteindre le taux de croissance nécessaire et réellement le bien-être social dont on a besoin. Alors, dites-nous alors votre mot de fin pour pouvoir clôturer cette émission. Alors, en termes de mot de fin, je voudrais déjà vous remercier le manager de m'avoir invité, vous remercier pour cette émission, pour ce cadre agréable qui me permet de dire, de présenter mes entreprises, de me présenter mes entreprises et de dire ce que nous pouvons faire pour l'économie béninoise. Je voudrais souhaiter à tout le peuple béninois une santé de fer et beaucoup de patience dans la période qui vient, beaucoup de patience et que la paix règne sur notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre émission. L'invité qui recevait pour vous, M. Oluwasegun Ghislain Kokoder. Il est président de Fulcrum Expert SAS à Paris et président directeur général également de G Capital SAS. Avec lui, nous avons parcouru l'environnement financier, l'environnement économique également, puisqu'on parle beaucoup plus de structuration financière et d'économétrie. Nous avons également parlé des enjeux économiques au niveau du Bénin, au niveau de l'UEMOA, à l'international et également de la plus-value que peuvent apporter les entreprises privées au secteur local également et au Bénin et également à tous les pays de l'Afrique, de l'UEMOA et du monde entier. C'était un plaisir. Retrouvez-nous pour une prochaine édition.